Il voulait devenir sculpteur. On lui a dit non. Alors, il a sculpté toute une profession. Auguste Escoffier. Personne n'a révolutionné la cuisine et la restauration de manière aussi durable qu'Auguste Escoffier. Perfectionniste, innovateur et révolutionnaire, voici le portrait de celui que l'on surnomme le père de la cuisine moderne. Né en 1846 dans l'extrême sud-est de la France, à Villeneuve-Loubet, dans ce qu'on appelle les Alpes-Maritimes, pas très loin de Nice, il est né dans une famille de forgerons de père en fils, et rien ne le destinait vraiment à la cuisine. Très jeune, il rêvait de devenir sculpteur, mais son père s'y est opposé, en lui objectant que sculpteur n'était pas un métier, et il l'a envoyé en formation de force chez son oncle à Nice, à titre d'apprenti cuisinier à l'âge de 13 ans. Suite à ce choix de carrière forcé, Auguste Escoffier a eu une attitude qu'on pourrait qualifier de résignée, car dans ses mémoires, il a écrit « On m'a dit que j'allais être cuisinier, il ne me restait plus qu'à obéir. » Ouh là là! Cette attitude, qu'on peut qualifier d'inféodée, n'en est pas une qui l'a abattu. Au contraire, car bien qu'il n'ait pas décidé de son métier, il a décidé comment il allait l'exercer. Et là est toute la différence du monde. Car une fois lancé, il n'a jamais dévié de sa voie. Au contraire, il s'y est appliqué avec tout le zèle et la curiosité d'une grande passion inextinguible. Ce qu'il a fait, par contre, c'est de remettre en question la profession. Et la remettre en question, il l'a fait, au point d'y occasionner une révolution complète. On va y revenir. Avant de poursuivre, je me présente, je m'appelle Jacques Tivierge et j'ai créé cette petite chaîne YouTube qui se nomme Théâtre Berka pour y présenter essentiellement des biographies, des documentaires et des vidéos portant sur l'histoire. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, merci de vous abonner, c'est gratuit, ça aide et on dit que ça porte chance. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du 19e siècle, le travail de cuisinier ne se pratiquait pas du tout comme aujourd'hui. D'abord, ce n'était pas considéré du tout, et c'était aussi pratiqué dans des conditions très difficiles, voire chaotiques et dangereuses. L'organisation du travail était désordonnée et les cuisines étaient souvent au sous-sol, sans fenestration et sans ventilation. Et il n'était pas rare que dans le vacarme tonitruant et la confusion stressante de la pratique dissolue et délétère du métier, que des cuisiniers s'enivrent d'alcool et fument tout en travaillant, rendant les cuisines de véritables entrailles d'Hadès. Côté hygiène et sécurité, on y repassera. À ses débuts, donc, il a travaillé pour un temps dans les cuisines du restaurant de son oncle François à Nice, qui se nommait le Restaurant Français, qui était un restaurant de la haute et qui recevait l'élite de Nice et tous les gens fortunés de passage. Il s'est intéressé rapidement à tous les aspects de la profession et à 19 ans, il monte sur Paris et là, il commence comme aide cuisinier au restaurant Le Petit Moulin Rouge, où il fera presque tous les métiers en cuisine. Le Petit Moulin Rouge, comme le restaurant français à Nice, c'est un restaurant qui reçoit l'aristocratie et la noblesse, voire littéralement ceux que le commun des mortels appelle, pour être poli, la crème de la crème, quand ils sont polis. Une des particularités de son parcours culinaire, c'est qu'il a toujours été plus ou moins au service de la noblesse et de l'élite, mais ça ne l'a pas empêché de s'occuper aussi de manière générale de gens démunis, des gens de sa profession, mais aussi de manière générale. On va y revenir. Auguste Escoffier a travaillé pendant quelques années au Moulin Rouge, et là, il va y faire la rencontre de plein de princes et de têtes couronnées, de vedettes du monde des arts et des intrigantes du demi-monde, dont la fameuse Cora Pearl, véritable croqueuse d'hommes, à laquelle il va dédier un plat devenu célèbre d'ailleurs, la noisette d'agneau Cora Pearl. D'ailleurs, cette propension à nommer des plats qu'il concocte d'après le nom de ses illustres convives va le suivre toute sa vie. Il avait vite compris
que c'était excellent pour le tiroir-caisse que de flatter l'ego de ses convives célèbres et fortunés, en faisant naître chez plusieurs d'entre eux le désir d'avoir un plat nommé à leur nom, mais aussi, à défaut d'avoir un plat nommé à leur nom, le fait de manger un plat qui est nommé d'après une personne célèbre, fait en sorte que par sublimation, en fait, il y avait une petite aura spéciale. En tout cas, surtout, ça faisait jaser, puis ça assurait aussi un renouveau au menu qui poussait les gens à revenir. Voici quelques exemples de noms de ces plats qu'il a nommés d'après sa clientèle tout au long de sa carrière. Il y a vraiment une série de noms immense, mais j'en ai juste pris quelques-uns pour vous donner une idée. Les soufflés de merlan à la Pompadour, les cailles lavalières, les suprêmes de poulet Georges Sand, les cœurs d'artichaut Giralda, le soufflé Montmorency, le soufflé d'écrevisse Rothschild, les fraises Sarah Bernard, la pêche Melba, la toast Melba, les crêpes Suzette, le rêve de Katinka, les fraises Wilhelmine, les poires Mary Garden, la timbale Garibaldi, la salade Eugénie en l'honneur de l'impératrice du même nom, les tournes d'eau Rossini, etc., etc., etc. Il a fait ça toute sa vie. Ça a vraiment été très populaire auprès de sa clientèle. Et ça a été bon pour le tiroir-caisse, comme je l'ai dit. Bon, on n'est pas rendu à l'invention de tous ces plats encore. Avant, il y a une chose qui est survenue qui a été absolument marquante pour l'histoire de la cuisine et pour la vie d'Auguste Escoffier, la guerre franco-prussienne qui a éclaté en 1870. Réquisitionné au front, il sera cuisinier pour l'armée du Rhin. Et si, au début de la guerre, il s'en tire pas trop mal avec ses recettes grâce à ce qu'il peut glaner sur les fermes environnantes, vers la fin de la guerre, sa créativité se limite presque au titre qu'il peut donner à ses plats, car tous sont faits à base de cheval. D'ailleurs, les chevaux, dans ces conflits à cette époque, étaient vraiment les plus grandes victimes. Une véritable boucherie cruelle à cause des guerres des hommes. Plus tard, à la Première Guerre mondiale, on raconte que c'est plus de 10 millions d'entre eux qui trouveront la mort dans des conditions inimaginables. 10 millions. Escoffier, à la capitulation de son régiment, décrit cette scène saisissante. Et là, c'est Escoffier qui parle, c'est qui a écrit ça. Il a écrit « Le 28 octobre, l'acte était consommé. Metz était livré aux Prussiens et l'armée prisonnière de guerre. Au matin du 3e jour après la capitulation, je pris congé de mes hôtes qui me témoignèrent toutes les marques de la plus affectueuse sympathie. Je me dirigeai à mon tour vers la gare de Metz pour y être embarqué comme prisonnier de guerre et dirigé sur l'Allemagne. Je dus, pour me rendre à la gare, traverser tout le bas Saint-Martin et jamais je n'oublierai ce spectacle lamentable des quelques chevaux restants de cette magnifique division de la garde, agonisant dans les flaques d'eau et se soulevant péniblement sur mon passage. Après la capitulation, je pris congé de mes hôtes qui me témoignèrent toutes les marques de la plus affectueuse sympathie. Je me dirigeai à mon tour vers la gare de Metz pour y être embarqué comme prisonnier de guerre et dirigé sur l'Allemagne. Je dus, pour me rendre à la gare, traverser tout le banc Saint-Martin et jamais je n'oublierai ce spectacle lamentable de ces quelques chevaux restants de cette magnifique division de la garde, agonisant dans les flaques d'eau et se soulevant péniblement sur mon passage. Ils tournaient des yeux qu'on aurait pu croire humains, tant la supplication y était ardente et vivante. Jusqu'au dernier, ils étaient condamnés à crever là, ces nobles animaux qui avaient, dans la charge du plateau d'Iron, porté leurs cavaliers en face des cuirassés de Magdebourg, des dragons royaux et des Uhlans d'Altmark. C'étaient eux aussi des martyrs, victimes de cet homme néfaste à qui Metz dut tant de misère. Wow! On revient au texte que j'ai écrit. Dans cette expérience au front, 2 choses. 1, il va en tirer son premier livre intitulé « Mémoire d'un cuisinier de l'armée du Rhin », publié sous forme d'article dans L'Art culinaire, c'est une revue, de 1894 à 1895. D'ailleurs, Escoffier va énormément écrire dans sa vie, et très bien d'ailleurs. Plus tard,
Il va aussi fonder un journal culinaire, le Carnet d'Épicure. Écrire plein de livres qui sont encore des références aujourd'hui. Écrire des articles d'opinion. Bref, pour une personne qui a quitté l'école à 13 ans, d'avoir écrit autant et si bien est quasi miraculeux, honnêtement. S'il n'avait fait que cela dans sa vie, cela aurait été incroyable. Mais il a fait tant d'autres choses aussi. Parmi les livres les plus importants, il faut noter le Guide culinaire, publié en 1903, le Grand livre des menus et son dernier livre, Ma cuisine, publié en 1934, un an avant son trépas. Mais on n'est pas encore rendu là. Bref, de cette expérience au front va naître aussi chez lui le système de brigade en cuisine, qui est une forme de compartimentation et hiérarchisation des corps de métier de cuisine qu'il va mettre un jour en application dans un de ses restaurants à Londres, où il devait servir simultanément quelque chose comme 600 convives, voire plus. Ce système de brigade est encore effectif de nos jours dans les cuisines du monde. Et ce n'est pas juste l'organisation du travail humain, mais c'est aussi l'organisation de la cuisine. L'invention de la passe chauffée qui garde les plats chauds en attendant d'être servis, de la hauteur des étagères, tout. Bref, avant de quitter ce chapitre de la guerre, il est bon de mentionner aussi qu'il est le seul cuisinier que je sache à avoir été le chef pour les 2 états-majors des armées ennemies. Faut le faire, car durant sa captivité, sa réputation aidant, on va lui demander de devenir le chef cuistot de l'état-major de l'ennemi, de l'armée ennemie. Donc, après la guerre, il retourne dans son village natal et travaille pour un temps à l'hôtel du Luxembourg à Nice. Et peu de temps après, il retourne à Paris pour travailler encore une fois au Petit Moulin Rouge, mais cette fois-ci, il y rentre comme chef de cuisine carrément. Et puis là, il va y rester 5 autres années. Puis durant cette période, il va renouer avec la clientèle privilégiée de rois, de reines, de princes, de ducs, de duchesses, de grands artistes, de personnalités mondaines, de barons de la finance. Bref, c'est une clientèle qui va servir pas mal toute sa vie. Après, en 1876, il achète à Cannes un commerce de comestibles qui s'appelle le Faisan Doré. Et il y a aussi une salle là, de restauration pour la saison d'hiver. Puis en 1878, il quitte définitivement le Petit Moulin Rouge. Puis là, il va s'installer à Cannes avec sa femme. Il va se marier avec Delphine Davis, qui est une artiste avec qui il va avoir 3 enfants. Mais bon, suite au décès subi de son beau-père, qui est éditeur, et à la suite d'événements qui s'en est suivi, là, il va travailler comme directeur pour de nombreux restaurants réputés. Et puis c'est au terme d'une série d'expériences comme ça qu'il va entrer un jour comme chef de cuisine au Grand Hôtel de Monte-Carlo. Puis là, à cet endroit-là, à ce moment précis, il va faire la rencontre d'un homme qui a une parité d'esprit sans pareil avec lui, et puis qui va être déterminante pour la suite du monde, littéralement. Et il a rencontré César Ritz. On ne peut pas parler d'Auguste Escoffier sans parler de sa rencontre avec l'hôtelier helvète César Ritz. À eux deux, en symbiose parfaite, un du côté de l'hôtellerie et l'autre du côté des cuisines. Et ils vont vraiment dominer la scène mondiale de la gastronomie et de l'hôtellerie de luxe. Pas seulement la dominer, mais ils vont la révolutionner. Ce second chapitre de sa vie, je vais en parler dans une prochaine vidéo qui constituera la deuxième et dernière partie de cette biographie d'Auguste Escoffier en 2 temps. Bon, si la deuxième partie est terminée, elle devrait apparaître ici, là, il faut cliquer là-dessus, puis vous allez aller directement à la deuxième partie. Donc voilà, là ou là. Entre-temps, si ce contenu vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube Théode Berga. C'est totalement gratuit, ça porte chance. Merci beaucoup.